Coucou et bienvenue sur ce podcast Le corps m'a dit des mots simples. Ici, j'ai envie de vous partager tout ce qui m'a fait du bien dans mon parcours santé-maladie, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique, organique et même énergétique, et qui peut-être vous inspirera à poser des actions qui vous feront du bien dans le vôtre. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous raconter encore un peu de ma vie pour vous montrer le chemin que j'ai pris pour passer d'une perte d'autonomie à la reprise du vélo il y a quelques jours. Tout au long de ma convalescence, j'ai adapté mon mouvement, enfin en tout cas à partir du moment où j'ai compris l'importance de l'activité physique. Tout le monde me bassinait toujours en me disant que c'était important de bouger, et je bougeais. Déjà un peu dans tous les sens, avec les sorties, le ménage. Mais non Anne-Gaëlle, non, bouger n'importe comment, et apprendre à bouger et adapter les mouvements en respectant la forme de mon corps, sa capacité d'amplitude, sa fatigue, c'est complètement différent. Et avec une maladie chronique, la résilience est souvent normale. C'est devenu normal de faire un effort. Et ça d'ailleurs, c'est un problème. Parce que je ne respectais plus les limites de mon corps. Avec mon caractère qui s'engage en plus jusqu'au bout, je donne tout. Quitte à me cramer. Pas parce que je veux me faire du mal, mais parce que je ne ressens plus les limites. Je ne ressentais pas les douleurs. Je ne ressentais pas les déchirures. Donc oui, le sport, c'est important, mais en maladie chronique, je devais faire un peu plus attention à ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. La maladie chronique est justement là pour me dire que visiblement dans ma vie, il y a quelque chose que je fais qui me fait mal, et cette mauvaise habitude commence à traîner depuis un peu trop longtemps. Il est temps donc que je prenne du temps pour me faire du bien, pour prendre soin de moi, pour me faire passer, comme on dit, en priorité. Que je fasse attention à moi. J'ai dit ok, et c'est ce que j'ai fait. Alors ne m'y connaissant pas trop, j'avais commencé la salle. J'en ai fait durant 1 an et demi, tous les jours, 1h30. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'étais fibromyalgique. En alternant de temps en temps les bras, de temps en temps les jambes, les étirements, la marche, le vélo, histoire de ne pas toujours travailler la même zone et éviter les blessures. Pourquoi j'y allais tous les jours ? Parce que j'étais fonctionnaire à temps plein et coach à temps plein en ligne. Donc ce sont 2 jobs H24 assises et au final, après avoir été assise, j'allais me coucher le soir pour dormir. Donc ça faisait pas beaucoup d'activité physique. Au bout d'1 an et demi, en octobre 2023, j'ai eu un Covid. J'avoue, en 48 heures, c'était plié, pas très grave, mais c'est plus tard. Plus tard, j'ai commencé à sentir tout un tas de symptômes divers et variés, dont le pire que j'ai recensé, c'est la peur irrationnelle que quelque chose d'horrible va arriver. Et ce symptôme, j'ai réalisé plus tard, faisait partie de tout un tas d'autres symptômes que j'avais aussi, j'en avais plus ou moins 2/3, du Covid long. Donc, j'ai interprété et je me suis dit que peut-être j'étais occupée à faire un Covid long. Qu'importe, ça m'a empêché de dormir durant 6 mois plus ou moins parce que je dormais 1 à 3 heures par nuit. Ce qui a eu comme impact d'exploser mon système nerveux. J'ai eu des migraines ophtalmiques à partir de janvier et les migraines ophtalmiques, c'est un peu comme un kaléidoscope qu'on a dans les yeux. Après, c'est rien de grave, faut juste se mettre dans le noir, dans le silence et attendre que les migraines passent. Tant qu'il y a des migraines, il y a les kaléidoscopes dans les yeux. Les migraines passent et le kaléidoscope s'atténue. Il y a eu aussi les migraines vestibulaires, ça c'est l'oreille interne qui est impactée. Et en avril 2024, je suis tombée de vertige vestibulaire. Mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. Je saurais seulement au mois de juin comment ça s'appelait tout ça. Donc c'est important de savoir que l'équilibre, au lieu d'être défini par l'oreille interne, décide de se fier aux informations données par la vision, obligeant les yeux à être de plus en plus figés, de plus en plus contractés, avec des mouvements stables, ce qui crée une dépendance visuelle extrême au point de figer et provoquer des raideurs au niveau du visage et des nerfs ophtalmiques, ce qui cause, en plus, évidemment, toutes ces raideurs viennent causer des migraines supplémentaires. Donc c'est le serpent qui se mord la queue continuellement. En bref,
En avril 2024, avec ces vertiges-là, donc encore une fois, ce ne sont pas ceux qui sont provoqués par les cristaux, mais ce sont bien les vertiges qui nous donnent l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds à la vitesse d'un trou d'air qu'on ressent dans les turbulences d'avion. Impossible de marcher seul. C'est alors une perte d'autonomie totale que j'ai vécue. Ma tête s'est embrumée, je me suis sentie complètement perdue, sans soutien, j'avais du mal à m'exprimer, les mots ne sortaient plus de ma bouche, ma mémoire était défaillante, j'avais des oublis. Et en juin, avec tout ça, toutes ces douleurs, on m'a diagnostiqué fibromyalgique. Et là, clairement, ça m'a calmée. Au niveau de l'autonomie, à 43 ans, c'est pas évident de devoir s'accrocher au mur pour avancer. Bon, après, ni à 43 ans, ni à un tout autre âge, évidemment. Alors, après avoir pris en main mon hygiène de vie à partir d'août 2024, j'ai repensé mon mouvement. Je me suis entourée d'un kiné sportif, d'un kiné vestibulaire, d'une ostéopathe et ponctuellement d'une masseuse. Alors pourquoi ? Parce que mon état physique et organique était figé par la douleur. Le dos était tout le temps figé, les vertèbres tout le temps coincées, des douleurs atroces, ne sachant plus dans quelle position me mettre. D'ailleurs, il n'y avait même plus de position dans laquelle je pouvais me mettre sans douleur. Le kiné vestibulaire, lui, s'est occupé de ma dépendance visuelle et d'une partie de mes vertiges, parce que l'autre partie était provoquée notamment par une digestion dérégulée. C'est Cécile Caron, praticienne fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif et le système nerveux, qui s'en est occupée. Comme le kiné vestibulaire est aussi acupuncteur, il s'est occupé aussi de soutenir le système nerveux avec quelques séances d'acupuncture. Ensuite, le kiné sportif s'est occupé de traiter les 18 points d'inflammation que j'avais repris par l'examen fibromyalgique de la médecine physique. Entre massage et exercice, quand j'en étais capable, au début, j'avoue, je n'en étais absolument pas capable. J'étais capable de rien. Donc, le kiné me mettait simplement sous une lampe de chaleur bien chauffante, avec les lumières de la pièce éteintes et dans un silence le plus absolu. L'ostéopathe, elle, s'est occupée de me décoincer, encore et encore, en douceur, avec des points d'acupression spécifiques, toujours à refaire les mêmes gestes, la même chose, toujours à décoincer les mêmes vertèbres, 2 fois par semaine. Et elle m'a avoué après 6 mois qu'au début, elle ne voyait vraiment pas comment elle allait pouvoir m'aider. Mais que soit. La masseuse, elle m'a servi de soupape pour décontracter avec beaucoup plus de douceur. Et bien sûr, j'ai été suivie pendant tout ce temps par une psychologue parce que j'aurais pu le faire toute seule, mais je n'avais plus envie d'être toute seule. Parce que j'avais compris que je n'avais pas besoin de vivre ça seule. Et que les professionnels de santé étaient là justement pour ça. Donc de mai 2024 à septembre 2024, je voyais 2 fois par semaine l'ostéopathe, 3 fois par semaine le kiné sportif et 1 fois par semaine le kiné vestibulaire. Et il m'arrivait parfois de demander à l'ostéopathe de me prendre encore 1 fois en urgence par semaine parce que je ne pouvais plus bouger ou que les migraines étaient beaucoup trop importantes au point de ne plus savoir voir net. Les occiputes, donc cette partie à la base du crâne, et mes trapèzes étaient durs comme du béton durant toute cette période. Pour en revenir au mouvement, à partir de juillet, j'ai commencé une formation de régulation du système nerveux et j'ai entamé les exercices de shaking. Et tous ceux d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans l'épisode 5 que j'ai intitulé « Les outils pour accueillir mes émotions ». Ajouté à ça, donc avec la régulation du système nerveux, on a mis les exercices que me donnait le kiné sportif que je devais faire à la maison. La régularité m'a permis de ne plus avoir besoin alors autant de l'ostéopathe et on est passé à 1 fois par mois. J'ai commencé aussi à m'auto-masser et effectuer des bains de pieds chauds pour décontracter en douceur le corps, prendre le temps de prendre soin de moi et diriger mon attention à ralentir. Et pour ça, les bains de pieds chauds, c'est extraordinaire avec un peu de sel et quelques herbes à l'intérieur, celles qui entrent en résonance avec votre cœur. En tout cas, c'est une pure merveille, ça décontracte le tout. J'ai aussi commencé le Yin Yoga en ligne en décembre 2024. Alors pourquoi en ligne ? Parce que, encore une fois, je n'étais pas en capacité d'aller quelque part.
seule en autonomie. Je n'étais pas non plus en capacité d'être dans une pièce où il y avait des lumières, où il y avait du bruit, où les gens potentiellement parlaient. Donc c'était beaucoup plus facile de le faire en ligne, à mon rythme, et parfois en replay. Donc comme ça, je pouvais aussi faire pause et faire mon mouvement comme j'en avais envie. D'ailleurs, c'est avec le Yin Yoga que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des postures douloureuses. Et je suis aussi partie du principe que la fibromyalgie n'est pas une maladie unique, mais une maladie complexifiée par un ensemble d'inflammations diverses et variées. Il n'y a donc pas une solution, mais des solutions à m'apporter. Ça aussi, vous pouvez retrouver un peu cette pensée que j'ai eue dans l'épisode concernant la fibromyalgie, qui est juste l'épisode précédent. C'est donc l'analyse de ma situation, l'attention portée à mes douleurs, la recherche d'où elles pouvaient provenir, parce que faut quand même savoir que pendant que j'avais ces décharges électriques la nuit, j'essayais en même temps de porter une attention à la trajectoire de ces décharges électriques pour pouvoir ensuite venir les faire correspondre avec la médecine traditionnelle chinoise et un peu les trajectoires qu'explique la médecine traditionnelle chinoise explique lorsque un organe est impacté. Et donc du coup, avec cet organe, je pouvais me retrouver chez l'acupuncteur pour demander à soutenir cet organe et faire des interprétations, faire des théorie plausible pour une solution potentielle que je pouvais peut-être mettre en place. Et donc c'est comme ça que j'ai interprété, j'ai expérimenté, que j'ai intégré jusqu'à trouver des solutions et une ligne de conduite sur mon hygiène de vie. J'ai vraiment été partout où je pouvais. Et ce chemin de découverte de mes légères arythmies, de difficultés respiratoires, d'occiput et de trapèze bétonné, de diaphragme complètement figé, des intercostales et des vertèbres qui se coincent tous les jours. Bref, il faut quand même savoir que j'ai vu un cardiologue, j'ai vu un pneumologue, j'ai vu plein de spécialistes pendant plus d'1 mois et demi et tous les résultats étaient magnifiques. Donc, avec tout ce que j'avais étudié, avec les trajectoires de la médecine traditionnelle chinoise, ça m'a amené chez un podologue. Convaincue que mes vertiges et mon manque d'autonomie pouvaient provenir de mes pieds, parce que depuis avril 2024, je disais à qui voulait bien l'entendre que mes vertiges commençaient dès que je posais le pied à terre. D'ailleurs, 2 ou 3 ans plus tôt, j'avais déjà été voir un podologue dans un hôpital parce que j'avais déjà ressenti quelques symptômes de douleur et que j'avais envie de vérifier si tout allait bien. Mais il m'avait dit à l'époque qu'il n'avait clairement rien de spécial et comme je prévoyais de faire du sport, ça allait s'arranger tout seul. Bon, ça ne s'est pas arrangé tout seul. Et bien, merci du coup ma détermination qui m'a donné un nouvel élan grâce à cette consultation chez le podologue en février 2025. Conclusion. Une jambe plus courte que l'autre, d'1,2 cm, les 2 voûtes plantaires complètement enflammées, les pieds plats, les chevilles instables, les genoux largués, le bassin dévié vers la droite, le cou dévié vers la gauche, la colonne au milieu complètement contracturée, avec un diaphragme contracturé, avec des intercostales contracturées, le côté droit du corps complètement amoché et le côté gauche qui commence à lâcher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, j'en ai pas parlé avant, mais c'est la raison pour laquelle parfois quand je me levais la nuit, je mettais un pied à terre et je voulais me lever et je tombais directement à terre. Donc j'essayais de me lever et boum. Parce qu'en fait le côté gauche était complètement endormi de la tête aux pieds, il répondait plus, il n'était plus là. Il n'était plus capable en fait de tenir pour l'ensemble du corps, vu que le côté droit était complètement amoché. Et comme j'avais la fibromyalgie et que j'avais des douleurs partout, je ne voyais pas cette nuance de côté droit, côté gauche. Et d'ailleurs, vu que tous les résultats étaient complètement OK et tout était en ordre, bah forcément, c'est que je ne voyais pas trop d'où ça pouvait venir. Donc, je peux vous assurer qu'entre ces chutes et les décharges électriques, je ne pensais pas vraiment faire long feu. Bref, le podologue m'a fait des semelles orthopédiques. Je les ai portées. D'ailleurs, je les porte encore aujourd'hui. Je pense que je vais les porter toute ma vie. Et en 1 semaine, 80% de mes douleurs lancinantes ont disparu. 80% de mes douleurs lancinantes ont disparu. Clairement, j'étais endolorie.
On va pas se mentir. C'est comme si j'avais des énormes bleus à vif sur tout le corps. Mais je le sentais que j'étais sur une bonne remontée. J'étais vraiment sur une voie qui allait me permettre une guérison. Ça, c'était ma foi. Donc le côté de dire c'est de la fibromyalgie, il n'y a rien à faire, était devenu complètement obsolète dans mon esprit et j'avais raison. Ma détermination avait eu raison. Il est possible, en prenant inflammation à inflammation, de la soigner, eh bien il est possible de la guérir. Donc là, j'allais pouvoir me remettre en fait en selle, mais pas n'importe comment. Et en me faisant cette fois 400% confiance. C'est moi qui décide, c'est moi qui gère. Donc, j'ai annulé mon abonnement à la salle de sport parce que déjà j'avais bien compris que les lumières et la musique étaient pour l'instant complètement proscrits parce que j'avais un trop-plein de « je n'en peux plus » de la part de mon corps qui en fait avait développé une hypersensibilité à tout. Et encore une fois, tout est temporaire, tout comme l'hypersensibilité. À partir du moment où tout est stabilisé, depuis, je ne suis plus autant hypersensible. Et j'ai misé aussi sur la régulation du système nerveux, donc tous les jours, avec tous les outils que vous allez retrouver dans l'épisode 5 du podcast. Et j'ai ralenti les séances chez le kiné sportif à 1 fois par semaine pour bosser la sphère donc sacro-iliaque plus sacrum et le bassin qui était dévié et bloqué. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que mon corps a besoin d'une pause. Je rappelle que la nuit, j'ai des décharges électriques à ce moment-là et je n'arrive pas à bien dormir, donc je dois lui apporter une sphère de repos en journée. Faire de la kiné sportive 3 fois semaine avec tout le reste, c'était un véritable temps plein pour ma santé. C'est devenu un peu trop, donc je me suis dit ok, on va tester. Et j'ai bien fait. J'ai aussi gardé la séance du kiné vestibulaire 1 fois par semaine et je faisais les exercices chez moi 2 fois par semaine, tout doucement. Et ensuite aussi du yin yoga. Donc par contre, quand je me suis sentie mieux, petit à petit, et ça date d'il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à demander au kiné d'avoir des exercices à la place de la lampe chauffante. Bien que la lampe chauffante était quand même hyper chouette. J'ai commencé donc petit à petit à me remuscler, à ressentir mes jambes, à être plus stable sur mes chevilles. Je n'avais plus d'inflammation dans mes voûtes plantaires, donc je stabilisais aussi mes genoux, je me suis réalignée au niveau du bassin et j'ai concentré mes exercices à la maison sur mes abdominaux profonds. Pourquoi ? Parce que j'ai un glissement de vertèbres L5, S1 et que petit à petit je commence à sentir des douleurs. Vu que plus rien n'est contracturé au niveau de tout ce qui est diaphragme et intercostal, etc., vu que tout commence à être beaucoup plus souple, et bien du coup il n'y a plus rien qui tient cette L5, S1, parce que la contracture elle était désagréable, mais elle avait cette fonction-là de soutenir le bas de ma colonne. Donc, qu'est-ce qui peut soutenir aussi le bas de ma colonne ? Ce sont mes abdominaux. Donc clairement là, je suis occupée à faire tous les exercices pour soutenir. Clairement, ça ne va pas faire disparaître mon glissement de vertèbres, mais ça va stabiliser la situation et m'éviter des plus grosses douleurs. Le plus important aussi dans ma fibromyalgie, c'est de m'étirer chaque jour pour éviter les contractures par peu de mouvements. Et donc, on va aussi shaker toutes les heures. Toutes les heures, c'est simplement pour aussi m'obliger à me lever toutes les heures si jamais je fais un travail sédentaire et venir donner un peu de mouvement, léger mouvement comme ça, un peu toutes les heures. Ça fait du bien au corps et puis comme ça, on s'hydrate un peu, on mange un petit bout et ça fait du bien. Ensuite, j'ai aussi ajouté 30 minutes de balade chaque jour. À partir du moment où mes voûtes plantaires n'étaient plus enflammées, que les chevilles étaient stabilisées, que les genoux allaient mieux et que mon bassin ne me donnait plus l'impression d'être tourné vers la droite ou vers la gauche, eh bien, j'ai commencé à me balader 30 minutes chaque jour. Parce que une chose, c'est de faire les exercices à la maison, mais ce sont des exercices courts. Autre chose, c'est de donner un exercice au corps pour tenir un mouvement continu. Et 30 minutes en mouvement continu, ça aide aussi aux jambes à se réhabituer à ce mouvement-là. Au début, clairement, je tenais pas. J'avais besoin de m'arrêter très souvent parce que les vertiges avaient envie de recommencer. Et c'est là où j'ai décidé d'apprendre à marcher autrement. C'est-à-dire apprendre à marcher le plus doucement possible
Et là, ça a commencé à aller mieux. J'ai réalisé que je marchais et j'étais conditionnée en fait à marcher vite. Pour vous donner un exemple, entre chez moi et la gare, souvent je prends le train pour me déplacer, eh bien c'est plus ou moins 15 à 20 minutes. Et à l'époque, je le faisais en 7 minutes. Je traînais un peu plus à la maison et je me disais, mais pourquoi est-ce que je dois prendre 20 minutes si je sais que je suis capable de le faire en 7? J'ai qu'à faire un effort. Et ça, c'est le côté résilience de la maladie chronique. Et ça impacte tout le reste de la vie au quotidien. Tout devait aller vite. La réflexion devait être rapide, la compréhension devait être rapide, et si je comprenais pas assez vite, je devenais vite frustrée, et donc je me mettais en colère, et rien n'allait assez vite. Enfin bref, il y avait énormément de frustration. Apprendre à ralentir, c'est vraiment une véritable clé pour mon rétablissement. J'ai vu la différence entre le avant et le après. Et donc on en arrive à ce mai 2025, le 17 mai exactement. Aujourd'hui on est le 18 mai. J'enregistre cet épisode, je suis encore toute émue. Bref, j'ai décidé de sortir mon VTT et de tester de faire une balade. Je vous ai partagé d'ailleurs ça en story hier. J'ai donc commencé par me mettre sur la selle. J'ai fait 2-3 coups de pédale, j'ai vu que ça allait. Alors j'ai ensuite testé d'aller jusqu'au bout de la rue. J'ai vu que ça allait. J'ai vérifié mon casque sur la tête, j'ai vérifié mon sac à dos, il y avait bien la bouteille d'eau chaude, la pompe, les mouchoirs. Et je me suis dit, ok, on est bon. Je pars. Et je suis partie me balader pendant 1 heure. Entre grosses descentes et grosses montées, j'ai fait uniquement de la route et j'ai dû mettre seulement 2 fois mon pied à terre. Mes jambes ont vraiment répondu présentes et ça a été un sentiment de liberté retrouvée. Faut savoir que le vélo, quand j'étais enfant, était mon activité favorite. J'étais libre d'aller là où je voulais, de sentir le vent de ma vitesse sur mon visage et ça, c'était trop bon. Alors j'ai fait exactement la même chose dans les descentes cette fois-ci, j'ai activé mes jambes ensuite dans les montées et j'étais attentive à ma sécurité avec une clarté mentale, mais comme je n'en avais plus ressenti depuis longtemps. En 2022, je fais une petite parenthèse, j'avais pris des cours de natation pour apprendre à nager, mais j'étais complètement essoufflée parce que j'étais complètement bloquée au niveau respiratoire et je faisais des crises de panique dans l'eau du coup, parce que je manquais d'oxygène et je pensais que j'allais mourir. C'était vraiment un conditionnement. Et quand j'étais sur mon vélo, je me suis dit, ok, certes, la peur était un facteur, mais le diaphragme du coup qui était bloqué en était peut-être un autre. Et avec tout ça, qui sait, peut-être que je vais reprendre les cours de natation pour terminer ce que j'avais commencé. Enfin bref, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les sports hautement physiques, comme les HIIT ou le CrossFit, ne sont pas encore pour moi. Mon système nerveux a encore besoin d'être conditionné au calme, parce qu'il a été tellement conditionné à l'adrénaline et au cortisol qu'il s'enflamme très rapidement avec des inflammations à la moindre accélération soutenue. Mais tout ça est temporaire. Avec un peu de régularité, c'est ma foi, je suis persuadée qu'on peut guérir. D'abord on soigne, ensuite on guérit. Tant que je respecte mon rythme, c'est possible. Alors actuellement, je continue mes exercices, mon hygiène de vie globale avec mes 7 piliers, qui sont l'hydratation, l'alimentation, la respiration, l'état méditatif, le mouvement, l'évacuation et le repos. J'intègre des nouvelles activités qui peuvent améliorer en douceur ma condition physique, mentale, émotionnelle, organique et énergétique. Et oui, énergétique, parce que ces semelles orthopédiques n'ont pas seulement réaligné mon corps, mais avec cet alignement, j'ai ressenti enfin le soutien psychologique qui me manquait tant. Et ça a été incroyable, provoqué par cette présence de cette voûte plantaire retrouvée, stabilisée et guérie, mais aussi par effet domino, un plus grand ancrage. C'est ça aussi le mouvement, c'est se retrouver, se ressentir et se découvrir. Mais c'est également activer la circulation de la lymphe du corps. Je rappelle qu'à l'inverse du sang qui circule dans le corps grâce au coup de pompe du cœur, bien que l'activité physique augmente aussi cette fréquence et améliore la circulation du sang aux différents stades de la journée. La lymphe, elle est activée par les mouvements du corps uniquement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de circulation de la lymphe. Et donc apparaissent certains gonflements de la peau, certaines raideurs, certaines douleurs. Le mouvement amène une meilleure oxygénation du corps.
Alors pourquoi je parle de ça? Parce que dans la fibromyalgie notamment, et je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres affections chroniques, mais voilà, l'oxygénation du corps d'une personne fibromyalgique s'apparente à l'oxygénation d'un mammifère en pleine hibernation. On parlerait de 30% d'oxygénation dans le corps. Évidemment, je ne m'étonne même plus avec ces chiffres-là de mes raideurs musculaires et de mes douleurs. Donc raison pour laquelle on dit souvent que le mouvement est important, et d'autant plus donc avec les maladies chroniques et la fibromyalgie notamment dans ce cas-ci. Et puis enfin, je terminerai là-dessus, le mouvement, selon mon angle de vue, sa flexibilité, son endurance, son oxygénation est possible uniquement si je respecte et j'adapte mon hygiène de vie globale. Sans hydratation, il n'y a pas de flexibilité organique à intégrer les nutriments. Sans l'intégration des nutriments de l'alimentation, il n'y a pas de muscles nourris, pas de corps nourri. Pas de corps nourri, pas de respiration et un diaphragme souple. Pas de souffle pour tenir une activité physique. Le mouvement est possible si le reste de l'hygiène de vie suit. Le sport, oui, mais pas n'importe comment, et en respectant les besoins de notre corps. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. J'espère que ça va vous inspirer. Je vous souhaite une belle dose d'écoute de votre corps et de passage à l'action qui feront du bien dans votre parcours santé. Merci de votre écoute, merci de votre présence et je vous dis au prochain épisode. Ciao!